messieurs, bonjour, c'est historique puisque vous êtes en train d'écouter la première édition de notre nouvelle émission Culture News. Une émission qui cette semaine va faire le point sur la culture du colza à quelques jours des récoltes. Alors, pour en parler, des experts et pas des moindres, puisque j'ai le plaisir d'accueillir tout d'abord Antoine Arion, agriculteur en Moselle et président de Terre Univia. Bonjour Antoine, le colza, vous en faites sur votre exploitation, non ? Alors j'en faisais, maintenant on est en agriculture biologique depuis 5 ans, on n'en fait plus. Par contre, on fait tous les autres oléoprotéagineux sur l'exploitation. Merci. J'accueille aussi François Pignolet, directeur général de Centre-Ouest Céréales, une coopérative de la Vienne. Bonjour François. Et vous, le colza, vous le transformez en plus? Bonjour à tous. Oui, on transforme le colza. Nos agriculteurs adhérents de la coopérative ont décidé il y a une petite douzaine d'années de construire une usine qui triture 240 000 tonnes de colza. Bon, mais très bien. Julien Vaugout, bonjour. Vous êtes chef produit herbicide céréales et colza de Syngenta et aussi, je le sais, un agriculteur de l'Eure-et-Loire. Quelle production faites-vous? Oui, bonjour à tous. Donc effectivement, agriculteur en Eure-et-Loire, donc sur une exploitation traditionnelle céréalière et dont on produit du colza. Et puis, faut-il le présenter? Un autre agriculteur, cette fois du Loiret, connu depuis des années sur les réseaux sociaux. J'ai le plaisir d'accueillir, alors il est plus connu sous le pseudo Doum Doum, mais j'ai le plaisir d'accueillir Rémi Dumery. Elles sont belles tes cultures, Rémi, actuellement dans les champs? Oui, bonjour Jean-Paul. Eh bien oui, la moisson s'annonce plus que correcte, malgré un mois de mars très sec, mais grâce à l'irrigation, on a pu alimenter correctement nos cultures. Et pour la première fois, j'ai envie de récolter du colza sur mon exploitation. Souvent, des fois, je me demande si l'assurance récolte ne serait pas meilleure pour moi. Mais là, il y a un beau potentiel. Bon, allez, on croise les doigts pour les derniers jours et top départ pour Culture News. Bon, les amis, on va poursuivre le tour des cultures. François, tout d'abord, est-ce que les rendements s'annoncent élevés dans la Vienne? Parce que je crois que vous avez déjà débuté. Alors, on n'a pas débuté dans la Vienne, on a débuté à l'ouest de la Vienne, dans le 17, qui n'est pas le territoire de la coopérative. On a déjà reçu quelques centaines de tonnes de colza qui sont assez prometteurs avec des PMG relativement intéressants. Mais vous savez, comme d'habitude, le colza, on ne connaît les rendements du colza que quand la moissonneuse-batteuse est dans la parcelle. Donc, on est très prudent. Mais effectivement, il y a un petit peu de potentiel cette année si on n'est pas, s'il n'y a pas d'orage catastrophique qui sévissent juste avant la récolte. Voilà, donc raisonnablement optimiste sur le colza. Et Antoine, dans le Grand Est, comment ça s'annonce? Eh bien, dans le Grand Est, les rendements s'annoncent hétérogènes. On est la région, une des régions les plus pénalisées, à la fois par les débuts de cycle un petit peu laborieux ces dernières années, ce qui a conduit à la réduction de la sole. On est à peu près 40% de la sole il y a 4 ans. Et on a été pénalisé en particulier ce printemps par un mois d'avril très froid, un record du nombre de jours de gel au mois d'avril. Donc la situation s'annonce hétérogène, il y a des belles parcelles de colza, mais globalement, les rendements s'annoncent quand même moyens. Julien, dans l'Eure-et-Loire. Oui, les implantations cette année se sont fait correctement, donc potentiellement on devrait avoir de bons rendements, mais comme ça l'a été évoqué, dès lors qu'on n'a pas récolté, c'est toujours difficile de se prononcer. Mais ça s'annonce mieux que les années passées. Mieux. Et Rémi, pareil. Oui, mais bon, grâce à l'irrigation, pour faire lever les colzas, pour avoir des colzas forts, pour résister aux insectes, et puis ce mois de mars et de février qui a été très sec et qui n'a pas permis aux colzas de s'alimenter, notamment en azote, le mois d'avril, on a été, c'est les premiers enrouleurs d'irrigation se sont déroulés dans les colzas justement pour les booster. Et puis là, c'est vrai qu'avec le mois de mai qu'on a eu et les pluies qu'on a, on espère que le PMG sera élevé puisque 50% du rendement est lié souvent au PMG pour le colza. Bon, à présent, on va focaliser bien sûr sur le colza. Et Antoine, c'est clair, cette année, quand même, il faut l'avouer, la sole colza a baissé, elle baisse d'année en année. On est même passé sous la barre du 1 million d'hectares. Comment expliquer un tel recul? Oui, effectivement, cette année, on estime au niveau de la filière qu'on aura un peu plus de 900 000 hectares de colza en France. Je vous rappelle qu'on était monté il y a 4 ans à 1,5 million. Ça s'explique parce que on a eu, je pense à toute la partie continentale de la France, en particulier le Grand Est,
des conditions estivales qui ont fait que les levées ont été très très difficiles et des implantations très difficiles à mener. Donc déjà une sécheresse qui a pénalisé les emblavements dès l'automne. Ensuite, on a eu effectivement des conditions climatiques, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, printemps froid, des périodes de sec, comme l'évoquait également Rémi, et ce qui a fait que l'implantation du potentiel de rendement a été pénalisée. J'ajoute aussi que le fait qu'un colza soit petit, chétif, non développé avant les stades clés, avant l'hiver, le rend vulnérable aux insectes, et toute cette conjonction d'événements ont fait que effectivement la sole a diminué. Et j'ajouterais pour finir que la suppression de certaines matières actives, on est évidemment préoccupé par la disparition du phosphate actuellement, fait que les agriculteurs baissent un peu les bras par rapport à cette sole de colza qui est, je le rappelle, hein, une culture pivot, notamment pour des régions comme la mienne, des régions dites intermédiaires, où le colza, il y a encore quelques années, occupait un tiers des assolements. Et il y a aussi un sujet qui est important, c'est la fertilisation à l'automne. La réglementation nous l'interdit, nous, sur des zones vulnérables. Et tous les essais montrent que sans azote à l'automne, le colza ne peut pas être fortement développé et ne peut pas résister naturellement aux insectes, notamment les insectes d'automne et puis les insectes de début de saison. On a eu quand même de la chance, il faut le dire, parce que les cours sont élevés. Vous vous rappelez qu'on a flirté quand même avec les 600 € la tonne, ce cours historique jamais atteint. Bon, alors il y a eu un mini crack là, vous avez vu, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais ça va quand même motiver, je pense, les agriculteurs pour au mois d'août penser à semer du colza. Antoine, par exemple. Effectivement, c'est un facteur d'optimisme, ce niveau historique des prix du colza. On peut effectivement vite se projeter dans une marge avec moins de 3 tonnes à l'hectare et avoir une rentabilité. Ceci étant, je crois que le problème de fond demeure, hein, c'est les moyens de production, et je voudrais réinsister sur ce qu'a dit Rémi, puisque nous, à la Fédération des producteurs, on a demandé au pouvoir public un aménagement de la réglementation pour justement avoir une fertilisation d'automne pour consolider les colzas dits robustes, parce que c'est les colzas robustes qui résisteront en priorité aux insectes. Alors effectivement, on peut dire qu'il y aura certainement un facteur positif avec cette conjoncture prix très favorable. On va passer le 1 million d'hectares, à votre avis, ou pas? On va repasser cette barre? Je l'espère. Après, je pense que là, la récolte, on a vécu 3 années assez compliquées. Je pense que là, aujourd'hui, on est quand même sur une dynamique plus positive que les 3 années qui viennent de s'écouler. Alors maintenant, on en vient justement à notre point technique, à notre chronique technique, et c'est Julien qui va nous expliquer, je crois, qu'il ne faudrait pas sous-estimer le désherbage de prélevé. On t'écoute, Julien. Oui, merci Jean-Paul. Alors, je vais rebondir sur les propos évoqués par Rémi, parce qu'effectivement, alors on l'a dit, la première problématique, c'est l'implantation du colza. Mais pour maximiser et consolider et mener à bien la culture du colza une fois qu'elle est implantée, on va avoir deux gros défis. Le défi de la pression insecte a été précisé, avec tout l'enjeu réglementaire derrière. Mais le deuxième point, c'est aussi la problématique désherbage. Et comme ça a été précisé, comme vous avez pu le voir, en désherbage, en herbicide céréal, on a quelques problématiques graminées. Et au fur et à mesure, ça devient de plus en plus le cas en colza. C'est vrai qu'aujourd'hui, la gestion des graminées, ça devient un enjeu majeur au travers de la rotation. On connaît aujourd'hui des résistances en céréales et en colza, historiquement, le colza, c'est une culture qui permettait un peu de casser le cycle et on avait des outils pour gérer au mieux cette pression graminée. Et de plus en plus, en fait, on voit une pression qu'on a du mal à gérer, qu'on a de plus en plus de mal à gérer dans les colzas. Historiquement, vous parliez de colza et de désherbage, on parlait beaucoup de géranium, on parlait beaucoup de dicote. Quand on réalise maintenant, mais c'est depuis peu, des enquêtes auprès des agriculteurs, eh bien aujourd'hui, les premières adventices citées, c'est régras, c'est vulpin. Et nous, on le voit dans les essais, on le voit aussi, mais on l'a vu au cultural, on s'est croisés, on a eu beaucoup de questionnements sur cette thématique. Alors, je pourrais vous poser la question aujourd'hui, Jean-Paul, quelle serait, je dirais, la meilleure stratégie ? Alors, je dirais, il n'y a pas de meilleure stratégie, mais du moins, il y a des bonnes pratiques que l'on peut avoir. Comme notamment, déjà, dans un premier temps,
essayer d'activer tout ce qui peut être agronomie, tout ce qui peut être mécanique quand c'est possible. L'allongement des rotations, ces choses-là. Et ensuite, pour considérer au mieux cette problématique graminée quand elle est bien présente, quand on prend l'ensemble des résultats d'essais qui peuvent être menés par la prescription et autres, et quand aussi on fait le parallèle sur d'autres cultures, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, ce qui est le plus intéressant dans ce cadre-là, c'est de positionner, lorsque c'est possible, une base de prélevé au plus près des semis, parce qu'on sait que parfois, quand on est en conditions sèches, il faut profiter au maximum de la fraîcheur des conditions culturales et positionner un rattrapage ensuite à l'entrée de l'hiver pour se maximiser toutes les chances de gérer ces vulpins ou ces raies gras en forte pression. Quels vont être les avantages de ce type de stratégie ? C'est une sécurité aussi pour l'agriculteur parce qu'on sait c'est déjà compliqué d'implanter. Alors, si on veut se donner toutes les chances d'aller jusqu'à la récolte, on doit gérer cette problématique-là. Et faire de l'après, ça permet d'optimiser son positionnement de rattrapage au bon moment, de ne pas arriver sur des choses trop développées, parce que c'est aussi le risque. Et dans certains cas, on sera dans des impasses techniques, parce qu'aujourd'hui, on a de moins en moins de matière active. L'autre point d'être en programme, c'est l'alternance aussi des modes d'action. Et l'alternance des modes d'action, on en parle en insecticide, on en parle aussi en désherbage, parce que la résistance est bien là. Et si on veut limiter son apparition, c'est-à-dire limiter la pression de sélection, on doit alterner les modes d'action. Et enfin, c'est quand même une sécurité. C'est une sécurité quand cela est possible, bien sûr, et ça permet de pouvoir gérer à vue, en rattrapage, et d'optimiser aussi sa gestion du temps. Bon, les amis, on arrive juste à la fin de l'émission, mais je voudrais quand même faire un point en regardant vers le futur. La question que tout le monde se pose, c'est est-ce que les cours vont rester élevés ? Alors justement, on a interviewé Arthur Portier, qui est consultant chez Agritel, et vous allez voir, il est plutôt optimiste pour les 6 mois à venir. On l'écoute. Alors il s'avère que sur le marché du colza, on sait, il est très dépendant d'autres marchés, type le soja américain, les huiles et notamment les huiles malaisiennes et enfin les deux fondamentaux du marché du colza. Aujourd'hui sur le marché du soja, on a une grosse demande chinoise qui devrait perdurer, plus de 100 millions de tonnes d'import, donc c'est colossal, ça devrait apporter de la fermeté à un marché où les stocks sont déjà faibles, notamment aux États-Unis. Du côté des huiles, nous avons entendu des niveaux records, désormais le marché flanche un petit peu sur fond de hausse de la production d'huile de palme en Malaisie, donc plutôt neutre sur le marché des huiles. Et enfin sur le marché du colza en tant que tel, on a des fondamentaux qui sont très tendus puisque de faibles disponibilité au Canada, en Ukraine et en Europe. Ça va inciter probablement les producteurs à essayer d'emblaver davantage de colza l'année prochaine. Maintenant, la réalité est tout autre. On l'a vu ces 3 dernières années où en raison de la sécheresse sur le mois d'août, on a eu du mal à emblaver. Donc il y a un écart entre la théorie qui veut que l'on va semer davantage de colza et la pratique avec les conditions météo du mois d'août. Donc plutôt contexte assez favorable, on y croit certainement au fait qu'on va repasser le 1 million d'hectares, en plus avec des cours qui sur le long terme ont l'air assez solides. Alors merci Antoine, merci Rémi, merci François, merci Julien d'avoir participé à cette première émission Culture News. Je vous remercie bien sûr à vous qui nous écoutez en direct là sur TV Agri et je vous souhaite d'excellentes moissons et on se retrouve prochainement pour une nouvelle émission Culture News. À bientôt et portez-vous bien. À bientôt. Merci. Moisson. Bonne moisson.